Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule en rapport avec le temps. Comme on le sait, tout le monde est concerné par le temps. Et le temps est une invention des hommes. Et depuis l'Antiquité, on s'est toujours préoccupé du temps. Et les hommes ont commencé cette notion avec le mouvement des planètes, je dirais, là, et le mouvement du Soleil par rapport à la Terre. Et on se servait de cette façon pour identifier les jours, les mois, les années, les saisons, avec le passage du Soleil. Et ça, c'est resté comme ça durant peut-être disons des millénaires. Et en 1564 arrive Galilée. On considère Galilée comme le père de la physique moderne. Galilée avait commencé à associer le temps à la chute des corps et à la vitesse de déplacement des corps. Et pour ceci, vu qu'à cette époque, il n'y avait pas encore d'horloge, il comptait, il se servait de son pouls pour mesurer le temps qu'un corps prenait pour tomber sur une certaine distance, et pour lui, le pouls, c'était, disons, on pourrait dire que c'était sa seconde. Et arrive un des plus grands physiciens de tous les temps, là, Isaac Newton, qui lui va ramener le temps à l'espace absolu et au temps de l'univers qui est absolu. Et dans sa méthode de pensée, Newton parlait d'absolu avec le temps et l'espace en faisant allusion à la présence divine que le Créateur, en tout cas, il disait que ça c'était absolu dans l'univers. Et le temps a continué à s'écouler et vers la fin des années 1800, à partir des équations de Maxwell, on réalise que la vitesse de la lumière est finie et que on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière. Ça, c'était très, très difficile. Les savants du temps ne pouvaient pas accepter que depuis Galilée, qu'on additionnait les vitesses et que ça marchait. Si je cours, je ne sais pas, moi, à 10 000 à l'heure, je suis mettons, dans le temps de Galilée, je suis à cheval. Comment est-ce que je dirais ça? Je suis sur un bateau, ça va être plus facile, et je cours le long du quai sur le bateau comme ça. Si le bateau va à 5 km à l'heure, et moi je cours à 5 km à l'heure, pour l'observateur sur le quai, je cours, ma vitesse par rapport à lui est de 10 km à l'heure. Mais ça, c'est en additionnant les vitesses. Mais on réalise qu'avec la vitesse de la lumière, on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière. C'est constant. Et si vous essayez d'ajouter une vitesse à la vitesse de la lumière, ça ne marche pas. Si vous prenez C, la constance cosmologique, vous ajoutez V plus V. Si vous dites C plus V, ça n'égalera pas C plus V, ça va toujours égaler C. Parce qu'on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière. Et c'est là que le grand Albert arrive en 1905 avec sa relativité restreinte. Qu'est-ce que c'est la relativité restreinte? C'est que le temps n'est plus absolu comme Newton l'a toujours prédit. Le temps devient relatif. Et ici, je m'explique. Ça veut dire que pour chaque référentiel, le temps va être relatif. Autrement dit, la seconde va devenir plus ou moins longue dépendant de la vitesse que je circule dans l'univers par rapport à l'observateur terrestre. Si je vais, mettons, à 200 000 km à l'heure, à ce moment-là, ma seconde va avoir, dans la fusée, va avoir une certaine valeur, et sur la Terre, elle va avoir une certaine valeur, mais ils ne seront plus pareils. Autrement dit, le temps devient une structure qui est élastique. Autrement dit, avec la relativité restreinte, plus je vais vite, plus la seconde va être longue pour celui qui est dans la fusée. Et celui qui est sur la Terre, à ce moment-là, lui, dans la fusée, il ne s'aperçoit pas de ça. C'est bien normal, il regarde sa montre, là, puis une seconde, c'est une seconde, comme quand il est parti sur la Terre. Mais il ne réalise pas qu'elle est plus longue que lorsqu'il était sur la Terre.
Et l'observateur terrestre, via les formules de la relativité restreinte, va calculer que la seconde de l'astronaute est d'une certaine longueur. Autrement dit, le temps s'étire. Et on voit que le temps n'est pas absolu et que la seconde, dépendant du référentiel où je me trouve, va être différente. Et Albert Einstein, encore le grand Albert, avec la relativité générale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inclure dans la relativité générale la gravitation. Et en vertu de son fameux principe d'équivalence, il réalise que la gravitation joue sur la longueur de la seconde. Plus la gravité est forte, plus la seconde, autrement dit, là, plus la seconde va être longue. Autrement dit, la gravitation influence les horloges. Et c'est pourquoi, si je prends nos satellites que l'on a actuellement, vu qu'ils circulent à une certaine vitesse autour de la Terre, en vertu de la relativité restreinte, l'horloge atomique qui est dans le satellite, la seconde va s'étirer, mais en vertu de la gravitation, vu que le satellite est plus loin que la Terre, la gravité est moins forte, donc la seconde, l'horloge va aller, dans le satellite, va aller plus vite que celle sur la Terre. Il faut que vous fassiez la différence des deux pour que le GPS donne la position très très exacte sur la Terre. En somme, nous, on ne verra pas ça. On voit ça dans les satellites, mais dans les générations qui viennent, c'est certain, c'est sûr, que lorsqu'il va y avoir des habitations sur les planètes autour de nous autres, qu'on va commencer à coloniser les planètes, là, comme la Lune et disons la planète Mars, en vertu de la relativité générale, la seconde sur la Terre va avoir une certaine longueur. La planète Mars est plus petite, donc l'horloge sur la planète Mars va aller plus vite que celle sur la Terre. Et l'horloge qui est sur la Lune, en vertu de la gravitation universelle, de la relativité générale d'Albert Einstein, la seconde va aller plus vite que celle sur Mars. Autrement dit, durant ces années-là, nous ne serons plus de ce monde, mais nos petits-enfants vont avoir probablement deux horloges. Ils vont avoir un cadran qui va donner l'âge de la Terre, l'heure qu'il est sur la Terre, et ils vont avoir leur propre montre, et le décalage va être marqué. Il est 7h20 sur la Terre, nous sommes 11h20 sur telle planète. Les horloges vont se décaler. Et c'est pour ça que le temps, avec le grand Albert Einstein, est devenu une matière élastique. La seconde peut avoir différentes valeurs, dépendant de la gravitation en rapport avec la relativité générale et dépendant de la vitesse en rapport avec la relativité restreinte. C'est pour ça aujourd'hui, on ne peut plus parler de temps absolu parce que le temps absolu n'existe pas. Le temps est relatif et ça dépend, je le dis encore une fois, en fonction de la relativité restreinte. Le temps, plus vous allez vite, plus le temps va s'étirer et plus la gravité va devenir faible. Plus votre horloge va aller plus vite. C'est ce qui se passe actuellement dans l'univers et ceci c'est vrai. Et peut-être que dans un avenir, je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, allons-nous trouver d'autres choses en rapport avec le temps. J'ai lu dans certains livres que certains physiciens pensent qu'il pourrait avoir, comme dans la physique quantique, il y a des quantums d'énergie, il se pourrait qu'il y ait des quantums de temps. Comme on le voit, ça a pris des milliers d'années à l'homme pour réaliser que le temps était relatif, et peut-être que dans l'avenir, le temps nous réserve d'autres surprises parce que c'est notre propre invention. Et il y a peut-être des choses que nous ne connaissons pas encore au sujet du temps. Et ce que le grand Albert a fait en 1905 et 1915 est aussi important dans la physique moderne que ce que Copernic nous avait dit, que le Soleil, la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais que le Soleil, dans ce temps-là, était le centre de l'univers. Sur ce, je vous dis
Merci de m'accueillir dans votre petit écran et à la prochaine.